La série podcast sur le Praxis. Aujourd'hui, Maximilien Petitgenet, ancien étudiant en master MAE. Maximilien Petitgenet, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette série de podcasts consacrée au Praxis, la revue de gestion et de management entièrement réalisée par les équipes de l'IE de Poitiers. Maximilien, vous êtes fondateur du cabinet Purple Paper, un cabinet de conseil et de formation en transition environnementale. Auparavant, vous avez été dirigeant de Novéol, puis dirigeant de Domalis. Vous êtes également enseignant en création d'entreprise à l'ANSMA, l'école d'ingénieurs, enseignant énergie et climat à l'ESA, l'école nationale des agricultures, mais aussi référent bilan carbone au sein de la Convention des entreprises pour le climat. La raison pour laquelle vous êtes à notre micro, c'est parce que vous avez écrit un article dans le dernier numéro du Praxis, son 6e opus Apocalypse Now. L'article s'intitule « Deadly Heatwaves », les vagues de chaleur, la plus grande menace dont on ne parle pas assez. Alors, justement, on va en parler, nous, de cette menace. Dans cet article, on y retrouve une carte émanant des travaux du GIEC. La carte nous projette entre 2040 et 2060 et nous montre le monde séparé en deux zones distinctes. Grosso modo, l'hémisphère sud, touché par des vagues de chaleur et d'humidité conséquentes, en opposition à l'hémisphère nord, nettement moins concerné, même si l'on constate qu'une partie des États-Unis et le nord de la Chine seront également impactés. Ces vagues de chaleur, vous dites qu'elles arrivent bien plus vite que prévu. Qu'avait-on initialement prévu, justement, en termes de délai, et qu'est-ce qui a entraîné cette accélération, selon vous ? Ce qu'il faut voir sur les vagues de chaleur, pour mettre un tout petit peu de contexte, c'est que on parle en fait de combinaison de chaleur et d'humidité. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, parce que dans des pays comme la France, il fait chaud et sec en même temps, on appelle ça l'été. Il fait froid et humide en même temps, c'est l'hiver. Mais en fait, il y a la moitié des pays du monde où la chaleur et l'humidité arrivent en même temps, tous les pays tropicaux. Et le problème à ce moment-là, c'est que l'évaporation de la transpiration, quand il fait trop chaud et trop humide en même temps, ne peut plus se faire. Et donc, en gros, pour résumer, on pourra en reparler un peu plus en détail tout à l'heure, mais on meurt de chaud, d'hyperthermie, si on reste dehors, qu'on n'est pas dans un environnement climatisé. Donc là, quand on dit que ces vagues arrivent plus vite, c'est pas tellement qu'il y a plus de canicules plus rapidement, mais c'est qu'en fait, on a un réchauffement global de l'atmosphère et une humidité qui croissent plus rapidement que prévu. On n'avait pas de date en disant à partir de là, on va tous mourir et avant tout va bien. Tout ça, c'est évidemment progressif. Mais par exemple, on sait que l'Antarctique se réchauffe à un rythme qui est en gros 2 fois plus rapide que ce qu'on avait initialement estimé. Et sur les parties terrestres, sur la dernière décennie, on a un réchauffement de 0,2 degrés par décennie, ce qui est pareil, en gros le double de ce qu'on pensait initialement. Voilà. On a le sentiment, alors erroné ou pas, vous nous le direz, que certains pays essayent au mieux de respecter l'accord de Paris sur le climat, depuis sa ratification par 55 pays en 2015, tandis que d'autres semblent complètement s'affranchir des contraintes présentes dans ce texte. Cela donne lieu à des tensions, voire à des rivalités régionales, pour reprendre vos propos ? Oui, alors en fait, les rivalités régionales auxquelles je fais référence, c'est le nom d'un scénario du GIEC qui s'appelle le SSP 4.5. Les scientifiques n'ont pas réussi à trouver des noms un peu plus sexy pour qu'on comprenne de quoi on parle. Mais en gros, le scénario rivalité régionale, c'est un scénario qui est un peu à mi-chemin entre le scénario 1, on respecte l'accord de Paris, et puis le scénario qu'avant on appelait business as usual, c'est-à-dire en gros, on change pas grand-chose. Et le GIEC a essayé de modéliser ce qui se passerait si on avait une partie du globe qui respectait les accords de Paris, une partie du globe qui décidait de s'en affranchir. Ça ne veut pas dire que c'est une prédiction, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui était observé au moment de la remise de ce rapport-là. C'était un des différents scénarios. Je précise ça parce que souvent les gens, en particulier les climato-sceptiques, disent le GIEC s'est trompé et donc puisqu'il s'est déjà trompé il peut se tromper à nouveau. En fait il faut voir que une prédiction ou un scénario ça n'a rien à voir. Typiquement si je prends une balle dans ma main et que je la jette à ma droite, je vais pouvoir modéliser ça et estimer
qu'elle va tomber à tel endroit, plus ou moins 1 mètre. Voilà. Si je la jette à ma gauche, elle va tomber à tel autre endroit, plus ou moins 1 mètre. Tout ça, c'est de scénarios, c'est pas de prédiction. Et après, c'est les politiques qui décident de quel scénario on prend. Le fait qu'il y ait une incertitude sur un scénario en disant « Ok, la balle, si je l'envoie à droite, elle va tomber par là, plus ou moins 1 mètre », il y a une incertitude, ça veut pas dire qu'on n'en sait rien. C'est une incertitude donnée en pourcentage, etc. Et donc, c'est important de comprendre ça, parce que le scénario de rivalité régionale, c'est un des 5 scénarios. Et ensuite, c'est nous, individuellement, politiquement, collectivement, qui décidons d'aller sur une voie ou sur une autre. Et ce qu'on peut dire, c'est que, contrairement à ce qu'on entend dire souvent, les COP ne servent pas à rien, puisque l'accord de Paris, tout le monde est d'accord pour dire maintenant que avant lui, on était sur un scénario vers un réchauffement de un peu plus de 4 degrés, 4 degrés et demi, voire 5 degrés de réchauffement, avant qu'on prenne les actions de l'accord de Paris. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire vers 2,7 degrés de réchauffement. C'est bien sûr beaucoup trop par rapport au climat, mais c'est bien mieux que ce qu'on avait avant que les pays ratifient l'accord de Paris. Voilà. Après, aujourd'hui, en termes de rivalité régionale, ce qu'on peut dire, c'est que ce que les gens ont en tête, c'est que l'Europe fait des efforts, mais la Chine, l'Inde et les États-Unis s'en tapent. C'est pas du tout ça qu'on observe. Enfin, c'est plus compliqué que ça, ce qu'on observe. Ce qu'on peut dire, c'est que, contrairement à ce qu'on entend dire, nos politiques font beaucoup. Et au niveau européen, il y a beaucoup de choses qui se font pour aller dans le bon sens. Et d'ailleurs, l'Europe a réduit ses émissions de CO2. Il faut s'en féliciter. La France également, d'un point de vue territorial, c'est-à-dire si on compte que les émissions sur son territoire. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a tout un tas de lois qui vont nous contraindre à réduire nos émissions d'ici 2030 puis 2050. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Contrairement à ce qu'on peut entendre dire aussi, c'est aussi un peu le cas, au moins dans les intentions, du côté de la Chine et du côté des États-Unis. Ces deux zones du globe qui se sont dotées d'objectifs climatiques à horizon 2050 ou 2060 en fonction de ce qu'on regarde, qui sont semblables aux nôtres. Les États-Unis vont mettre en place un mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, donc en gros une taxe carbone aux frontières, qui va être a priori sensiblement la même que ce que l'Europe met en place. La Chine n'a pas encore annoncé, mais ça arrivera probablement. Donc voilà, il faut quand même garder en tête qu'on entend dire plein de trucs, mais que les grands États de ce monde, ou les grandes zones du monde qui émettent beaucoup de carbone, s'engagent quand même sur beaucoup de points, même si après, dans les faits, il n'y a pas toujours, évidemment, des actions qui sont à la hauteur des engagements. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des zones qui s'affranchissent complètement des accords de Paris. Voilà, il y en a, mais globalement, c'est quand même pas autant que ce qu'on peut avoir en tête. Ouais. Oui, effectivement, c'est important d'apporter cette précision. Alors, vous évoquez l'horizon 2050-2060. C'est également la temporalité choisie par le GIEC pour établir son scénario d'un monde coupé en deux sur le plan climatique. On comprend que ces vagues de chaleur humide vont donner lieu à des vagues migratoires cette fois-ci. Vous parlez de l'Inde, de l'Indonésie, de plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques. Ce phénomène, malheureusement, semble inévitable. On ne peut que constater les dégâts, ou y a-t-il des pistes d'action encore possibles ? En fait, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il est trop tard ? En fait, il y a deux tiroirs dans la réponse. Est-ce qu'il est trop tard pour qu'il ne se passe rien ? Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour qu'il n'y ait pas de conséquences désastreuses et dramatiques ? Oui. Après, est-ce qu'il est trop tard pour agir ? Bien sûr que non. Tout ce qu'on va pouvoir faire pour réduire les conséquences ce sera bien. Mais il faut voir qu'en termes de changement climatique, pendant longtemps, on a focalisé notre attention sur l'atténuation, c'est-à-dire, si je prends l'exemple d'une baignoire dans laquelle on verse beaucoup d'eau, et on voit bien que si on continue à verser trop d'eau, ça va déborder, l'atténuation, c'est de jouer sur le robinet pour réduire la quantité d'eau qu'on rajoute dans la baignoire. En gros, c'est la même chose avec les gaz à effet de serre qu'on rajoute dans l'atmosphère. Mais maintenant, on sait que il y a 195 mains qui appuient sur le robinet en même temps, elles n'ont pas toutes envie d'appuyer avec la même force, voilà. Et donc, ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il arrive, il y a une partie de l'eau qui va déborder. Maintenant, donc, le deuxième pan du changement climatique, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que, puisqu'il y a un peu d'eau qui va déborder, est-ce qu'on ne commence pas déjà à remonter les plantes, etc., à faire en sorte que les dommages soient les plus faibles possibles. Mais ça ne doit pas
se traduire dans l'esprit des gens par une forme de renonciation en disant bon bah du coup c'est foutu, il faut rien faire. Non, à la fois il faut préparer le fait que ça va déborder, et en même temps il faut appuyer sur le robinet autant qu'on peut pour que ça déborde le moins possible. Donc pour revenir aux vagues de réfugiés climatiques, l'article que je mentionnais de Camilo Mora qui a fait ses estimations montre que effectivement si on agit très fort, ce qui n'est pas gagné, il y a quand même la moitié de l'humanité qui est concernée. Après, si on décide de s'en foutre complètement, il y a quelque chose comme globalement toute l'humanité qui est concernée. Donc, dans tous les cas, ça va être dramatique. Après, on peut quand même décider d'agir pour essayer de gérer ça le mieux possible. Oui, et c'est là tout le paradoxe. L'humanité a le devoir de s'adapter, d'agir, et en même temps, dans votre article, vous nous proposez un schéma qui représente un triangle, le triangle de l'inaction. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Souvent, les citoyens, quand ils apprennent ce genre de nouvelles, sont désemparés. Et ça se comprend. Une des réactions qu'on a côté citoyen, côté individu, c'est de se dire que on est une goutte d'eau, que de toute façon c'est la faute des Chinois, que c'est aux entreprises d'adapter leurs offres, que c'est aux États de réglementer, etc. Et en fait, ça, c'est une des bases du triangle de l'inaction, un des sommets du triangle, c'est le citoyen, qui se dit, voilà, de toute façon, moi, il faut que les entreprises me vendent des voitures électriques avec 3000 km d'autonomie, il faut que les États, nanana, mais moi, je ne peux rien faire. En même temps, les entreprises, elles, donc un des deux angles du triangle, ils disent, vous êtes marrant, mais enfin, moi, je vends ce que les gens achètent. Donc, il n'y a pas de problème pour avoir des restaurants végétariens, sauf que moi on me demande de la côte de bœuf, donc je vends de la côte de bœuf. Et les États disent mais moi j'ai pas de problème à réglementer, mais quand je mets 2 centimes d'euros de taxes carbone sur le gasoil, j'ai 2 millions de gilets jaunes dans la rue. Donc si demain je mets des taxes et des contraintes et des trucs dans tous les sens, ça va juste pas se passer, parce qu'il faut qu'il y ait un consentement citoyen à l'effort, et aujourd'hui on voit bien qu'on ne l'a pas. Les gens, ils ont plutôt envie d'acheter des trucs sur Shine et d'être livrés dans 2 jours, voire moins, plutôt que... voilà. Donc le triangle de l'inaction, c'est ça, c'est chacune des 3 parties qui se renvoie la balle en disant que de toute façon, lui, il peut rien faire tant que les autres trucs. Et en fait, évidemment, le problème du changement climatique sera résolu que si les 3 agissent fortement. Donc les États, évidemment, ont leur part de responsabilité dans les lois qu'on passe, dans les discours qu'on tient, et aujourd'hui on a quand même beaucoup de nos politiques, on n'est pas loin des élections européennes comme vous savez, il y a beaucoup de nos politiques qui ont des discours qui sont extrêmement populistes, c'est-à-dire qui racontent ce que les gens ont envie d'entendre, mais en matière de changement climatique, en fait si on dit vraiment aux gens ce qu'il faut faire, c'est sûr qu'on n'est pas élu, donc ça pose un problème de responsabilité du côté de nos élus. Il y a un problème de responsabilité du côté de nos entreprises qui effectivement, parfois c'est un peu facile de dire je vends ce qu'on achète, c'est vrai, mais c'est aussi un peu facile. On peut décider d'être une entreprise un peu plus vertueuse ou qui montre un peu plus le chemin que les autres. Je vais pas donner de nom, mais il y en a. Et du côté du citoyen, c'est pareil, c'est facile de dire qu'il faut que. À la fin, ce qu'on voit, c'est que les gens ont quand même un consentement à réduire leur quantité de confort, de services, de trucs qui est quand même effrayante. Si on regarde ne serait-ce que sur l'alimentation, par exemple, quand on parle aux gens de réduire un petit peu leur viande de bœuf, parce qu'on sait que c'est un contributeur majeur, c'est quand même souvent la croix et la bannière, alors qu'on en consomme 5 fois plus que nos grands-parents, donc il y a probablement 2 fois plus que ce que l'OMS recommande en matière de santé, donc il y a quand même probablement des marges de manœuvre, mais la plupart du temps, c'est un réflexe assez naturel et facile d'autodéfense intellectuelle que de dire que oui, c'est pas moi, c'est les autres, quoi. Je vais rebondir sur la côte de bœuf, si vous me le permettez. Voilà, il y a beaucoup d'injonctions à agir en faveur du climat en tant que citoyen. On peut avoir le sentiment que le message, toutefois, semble s'imprégner de plus en plus au sein de notre société. Donc, consommer moins de viande rouge, vous en parliez, mais il y a aussi d'autres possibilités, se tourner davantage vers les transports en commun, éviter l'avion, éviter la fast fashion. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur un autre aspect dont on parle peut-être un peu moins, l'empreinte carbone du numérique. C'est dit dans l'article également. Certaines actions peuvent être facilement réalisées au quotidien pour une utilisation du numérique plus durable.
Alors, oui, 2 points. Le premier, c'est qu'en matière de numérique, en gros, c'est des moyennes mondiales, donc évidemment, voilà, mais en gros, l'empreinte carbone d'un truc numérique, donc un téléphone, un smartphone, une télé, un ordinateur, ce que vous voulez, 75-80% de son empreinte, c'est le hardware, c'est le truc physique, le terminal, le machin qu'on a dans les mains ou qu'on regarde. Et 15%, 20%, la bande passante, les serveurs, etc. Donc on voit bien que le premier geste qu'on peut faire en matière de numérique, plutôt que de réduire la résolution sur Netflix ou passer en noir et blanc ou je sais pas quoi, le premier point, c'est de prolonger autant qu'on peut la durée de vie des trucs qu'on a achetés et d'en acheter le moins possible. Donc de ne pas changer d'iPhone tous les 2 ans, etc. Donc ça, il faut le faire, évidemment, je ne cherche pas à minimiser. Après, en termes d'ordre de grandeur, il faut quand même se rendre compte que pour un Français moyen, en France, le budget CO2 de toute l'électronique et tous les télécoms qu'on utilise sur un an, c'est 160 kg de CO2 émis. Pour donner des ordres de grandeur de comparaison, la viande, c'est presque 1 tonne, la voiture, c'est 2 tonnes, à chaque fois qu'on fait un aller-retour Paris-New York en avion, c'est 2 tonnes. Voilà, l'électronique, 0,1 tonne, quoi. Donc, prolonger la durée de vie de ces équipements, regarder moins la télé, etc., c'est super. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, ça arrivera après, en termes d'ordre de grandeur, après des actions sur l'avion, la voiture et son alimentation, quoi. Merci pour ces précisions qui viennent vraiment compléter votre article paru dans le dernier Praxis. J'aurais à présent une question un peu plus personnelle, si vous le voulez bien. Vous êtes entrepreneur, pianiste, vététiste, féru de philosophie et aujourd'hui ambassadeur du climat à part entière. C'est cette dernière casquette-là qui est celle qui compte le plus pour vous ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que pour moi, l'environnement, c'est pas juste un sujet à côté des autres. C'est pas un sujet à côté de l'économie, de la justice, de l'éducation, etc. Pour moi, c'est notre problème mère, père, comme vous voulez, parce que si on foire ce truc-là, si on n'arrive pas à se rapprocher de l'accord de Paris, tous les autres sujets foutent le camp. Et c'est ça que moi qui m'alarme ou qui m'attriste, c'est que nos concitoyens ne se rendent pas forcément compte. Ils entendent parler de l'environnement, ça les emmerde, on rajoute des contraintes, tout ça. Mais en fait, on a l'impression que, comment dire, les gens ont en tête que le problème du changement climatique, c'est le réchauffement. Voilà, il va faire plus chaud, ça va être pénible, bon, on va s'adapter. Alors que c'était un des points que je voulais faire passer dans l'article. Le problème du changement climatique, c'est pas du tout qu'on va avoir 1,5 degré, 2 degrés ou 3 degrés de plus dans l'atmosphère. Parce que si c'était juste ça le problème, ce serait pas le problème. Effectivement, 3 degrés de plus en été, bon, on prendra des glaces en plus, et puis voilà. Le problème, c'est pas du tout ça, c'est que ce réchauffement, il entraîne des événements climatiques extrêmes, canicule extrême, sécheresse extrême, etc., des vagues de chaleur humide, etc., qui vont affecter, dans le cadre de chaleur humide, au moins la moitié de l'humanité, qui va se déplacer, etc. Dans le cadre des sécheresses et des canicules, ça va avoir des conséquences sur les défauts alimentaires, c'est-à-dire que les greniers agricoles du monde, un jour ou l'autre, vont faire défaut la même année en même temps, ce qui pourrait conduire à une famine mondiale. C'est ce genre de choses, en fait, qui peut arriver, et quand ça, malheureusement, si au-delà de 2 degrés, le risque est qualifié d'extrême par le GIEC, donc si jamais ça doit arriver, on va tous être dans des situations de chaos, en fait. Et donc c'est pour ça que, oui, cette casquette... pour moi, est de loin celle qui compte le plus, parce que je fais tout ce que je peux et je passe toute mon énergie et tout mon temps à essayer de convaincre les gens que le problème du changement climatique, il se situe à ce niveau-là et que la première chose qu'il faut faire, c'est de se former, de se renseigner sur ce sujet, parce que ce que je constate, c'est que le concitoyen normal, quoi, moyen, il n'en sait pas beaucoup plus que oui, il y a un problème sur l'environnement, il faut faire des petits gestes, il faut trier ses déchets, il faut faire attention à son avion, etc. Mais vraiment sans plus, avec un niveau de connaissance sur ces enjeux qui est très faible. 80% de nos concitoyens sont convaincus que la voiture électrique, par exemple, c'est moins bien que la voiture thermique, parce qu'ils ont entendu dire que les batteries, etc. Mais sans avoir creusé ce sujet-là. Donc c'est l'occasion de dire que non. En France et dans la quasi-totalité des pays du monde, la voiture électrique a un bilan favorable par rapport au thermique,
y compris en comprenant la batterie et la fin de vie, contrairement à ce qu'on entend dire dans tout un tas de médias qui n'ont pas fait leur boulot. Ça, c'est juste un des sujets, mais on pourrait prendre le sujet de la viande, du transport, de plein de choses. Les gens ont tout un tas de trucs en tête qui sont des a priori, le nucléaire, etc. Donc je les invite vraiment à se former sur ces sujets, à prendre quelques heures. Quelques heures, c'est pas beaucoup. Un Français moyen, il passe 3h30 devant la télé par jour. Je pense qu'on peut prendre chacun quelques heures pour se former sur le sujet, être un peu moins débile sur des questions qui, en fait, ne font rien d'autre qu'engager quand même l'avenir de l'humanité, quoi. Allez, j'aurais une dernière question pour vous, Maximilien. Avec votre cabinet Purple Paper, vous êtes forcément en contact direct avec des entreprises, des établissements publics qui souhaitent développer une activité plus verte, plus durable. Est-ce que ça vous rend optimiste pour l'avenir ? Alors en fait, c'est vraiment hyper hétérogène parce que il n'y a pas d'histoire de génération, d'ailleurs, contrairement à ce que parfois on me raconte. Quels que soient les âges, il y en a qui continuent à en avoir en gros rien à faire. Il y en a qui sont désespérés, il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent. On constate quand même que maintenant c'est un sujet qui est de plus en plus dans les têtes, ça c'est clair, que c'est de plus en plus une préoccupation, ça c'est clair. Après, en termes de passage à l'action, bon, moi je suis évidemment biaisé parce que comme c'est mon métier, tous les jours je vois des gens qui passent à l'action, mais évidemment c'est pas représentatif. Quand on regarde la moyenne française ou la moyenne mondiale, un vulgarisateur qui s'appelle Bon Pote fêtait il y a quelques mois le fait qu'il ait 50 000 followers sur LinkedIn, et il rappelait qu'à côté Rihanna c'est 5 millions, quoi. Donc c'est sûr qu'on est encore loin de mettre ça au cœur de nos préoccupations. Maximilien Petitgenet, merci d'avoir répondu à nos questions pour ce podcast centré sur les Deadly Hate Waves, les vagues de chaleur. L'article est à retrouver en intégralité, nous allons vous mettre le lien en description. Sachez également qu'il est possible de recevoir le Praxis chez vous ou à votre lieu de travail en remplissant un formulaire de quelques lignes seulement. Nos équipes se feront un plaisir de vous en adresser un exemplaire. Merci de votre écoute et à très bientôt.